Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette heure d'information, de débat avec aujourd'hui autour de la table Nicolas Corato. Bonjour Nicolas, président fondateur du think tank Place de la République. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour. Bonjour Lounès Adjroud, bonjour, adjoint à la mairie de Châtillon et porte-parole du PS. Bonjour à vous. Bonjour. Et Alex Darmon, journaliste politique. Vous animez une chaîne YouTube, vous dirigez une chaîne sur YouTube, Les Indécis, chaîne de débat politique. Dernière manif contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron, lui, est en Normandie. Il parle d'histoire. On va y revenir dans un instant. Le suicide de l'INSEE avec Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, qui avoue son impuissance face au harcèlement sur les réseaux sociaux. Et Bruno Le Maire qui menace les industriels du name and shame. Et puis on pourra aussi peut-être parler de l'interview dans l'Express à paraître jeudi, mais qui est déjà disponible, d'Édouard Philippe qui visiblement change de braquet en ce qui concerne l'immigration. Et on commence comme tous les jours avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Lounès, on va commencer avec vous, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur historique pour être un peu dans la même veine modestement que le président de la République, puisque nous sommes le 6 juin et c'est une date un peu anniversaire pour les socialistes et les gens de gauche, puisque c'est le 6 juin 36 que le Front populaire a été, en tout cas Léon Blum, a eu la confiance du Parlement et que cette merveilleuse aventure qui fait partie de notre héritage commun de progrès social a débuté. Et donc je tenais, en ce jour de mouvement social, un peu à rappeler cette date mémorable. Oui, c'est peut-être une réaction. Nicolas, je vous vois hocher de la tête. Je partage cet anniversaire et votre évocation du 6 juin me fait penser à ce qu'en disait François Mitterrand, candidat en 1981 dans son fameux meeting à Liévin. Et quand il disait, et ça résonne encore aujourd'hui, il disait, mais quand en 1936, le Front populaire a proposé des congés payés, que disait la droite ? Qu'on allait mettre en faillite l'État, l'économie française, l'industrie française. Que disait la droite quand il a fallu sortir les enfants des mines ? Bref, d'une certaine manière, il y a une histoire à gauche qui est assez cohérente et c'est bien de s'en rappeler. Bon, on va rester dans l'histoire avec vous, Nicolas. Oui, puisqu'on parle beaucoup d'histoire en ce moment. Moi, c'était plutôt un coup de gueule ou un coup d'inquiétude par rapport aux gesticulations élyséennes autour de la figure de Philippe Pétain. On se souvient qu'en 2018, le président de la République avait renoncé in extremis à un hommage dans la cour des Invalides à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, tout en qualifiant Philippe Pétain de grand soldat. Et puis, à l'occasion du débat entre sa première ministre et lui au niveau du caractère pétainiste ou pas du Rassemblement national, on lit dans Le Monde que des anciens conseillers de l'Élysée considéreraient qu'il se considérait lui-même un peu en surplomb du peuple, c'est ce qui est remis dans Le Peuple, et qu'il serait capable de réhabiliter la France avec la figure de Philippe Pétain. Alors, moi je suis assez marqué par le relativisme, je vais dire ça comme ça, du président de la République par rapport à ces séquences de l'histoire de France. Et peut-être rappeler un point d'histoire, c'est que Philippe Pétain a été condamné dans un procès en 1945 par une cour d'assises spéciale, formée de magistrats qui avaient prêté allégeance au maréchal Pétain à l'époque, en 1940, qui n'étaient pas étrangers à la gloire de l'homme de Verdun, mais qui ont quand même condamné avec un juré Philippe Pétain à 3 peines infamantes. D'abord la peine de mort, l'indignité et la confiscation de ses biens. Et qui ont simplement émis le vœu que la peine de mort de Philippe Pétain soit commuée en perpétuité en raison de son grand âge. Ce qui veut dire que Philippe Pétain a été condamné et ensuite gracié, commué en perpétuité par le général de Gaulle, non pas en raison de ses états de service pour la nation. La peine historique et judiciaire de Philippe Pétain, c'est une peine qui emmène tout l'homme, qui emmène l'homme de 40, mais également le maréchal de 16 et de 1916. Et qu'aujourd'hui, de revenir sur cette histoire du procès, et de dire qu'il y aurait 2 Philippe Pétain, finalement, le grand soldat de 14-18, et celui de 1940, c'est à mon sens ouvrir la porte à une forme de révisionnisme judiciaire. Après tout, le président de la République n'a qu'à lancer un procès en révision du maréchal Pétain, si vraiment il veut aller au bout. Mais on voit bien où ça nous mène. Et je trouve que
cette ambiguïté que le président de la République entretient autour de la figure de Philippe Pétain est très dérangeante. Et là-dessus, je pense que les juristes comme les historiens pourront se mettre d'accord pour dire que l'histoire et le droit n'a reconnu qu'un seul Philippe Pétain, celui qui a été rendu indigne, celui dont on a confisqué, dont on a annulé le titre de maréchal et toutes ses décorations, et que lorsqu'on condamne Philippe Pétain, on condamne toute la vie de Philippe Pétain, y compris celle de 14-18. Quelqu'un veut faire une réflexion? C'est complètement vrai ce que vous dites, donc il n'y a rien à ajouter, mais en vous écoutant, ça me fait un peu penser, vous savez, Alex quand on dit Darmon. il y a l'homme et l'artiste. C'est un peu pareil, en fait, il n'y a pas l'homme et l'artiste, il y a l'homme, quand il est coupable, et tout est coupable avec lui, et c'est pareil effectivement pour le maréchal Pétain, et moi aussi ça me gêne beaucoup que le président de la République puisse vouloir, et puis à un moment vouloir rendre un hommage pour ce qui avait été fait par le maréchal, effectivement, plutôt dans sa carrière. Et ça dit beaucoup de choses aussi de la société. C'est-à-dire qu'on a tendance à banaliser. Vous savez, à banaliser tout ce qui se passe, à oublier l'histoire. En plus, malheureusement, les derniers survivants de la Shoah commencent à disparaître. Et donc, c'est le moment où il faudrait encore plus se battre. Et c'est vrai qu'on a l'impression quelquefois que par facilité, ou en tout cas par problème historique, on a envie de simplifier ou de simplifier la chose. Moi, j'ai effectivement qu'une seule réponse, c'est la résistance, c'est De Gaulle. C'est un certain nombre de Français qui, même s'ils n'étaient pas gaullistes, ont combattu. Je pense que l'honneur d'un homme, l'honneur d'un militaire, c'est de défendre la patrie et c'est de ne pas renoncer. Je suis du genre à ne jamais renoncer, donc je ne comprends pas ceux qui capitulent, d'autant qu'il était militaire. Oui, absolument. Mais un mot aussi, je pense que tout le monde est... Oui, je crois qu'on a un avis partagé. Tout le monde est d'accord, on s'est mis d'accord. Un auditeur me rappelle que le 6 juin, c'est sa fête, c'est la Saint-Norbert. Et que le 6 juin, c'est évidemment aussi la date du débarquement, 6 juin 1944. Donc là aussi, date très, très importante dont il faut parler et se souvenir, bien évidemment. Jean-Claude, vous, c'était un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur. Je reviens à une histoire plus récente et j'ai envie de dire plus immédiate. C'est le fait que, et le contexte politique, géopolitique du moment s'y prête, c'est le fait que d'ici 48 heures, l'État va renationaliser, va finaliser son processus de renationalisation d'EDF, qui redevient une entreprise complètement d'État, échappant aux règles, en tout cas un certain nombre de règles de la bourse. Et pour moi, c'est un message important, puisque vous savez, à une époque, on a pensé que finalement, entreprise privée, entreprise publique, tout ça n'avait plus beaucoup d'importance, et que on pouvait être complètement indifférent. Non, je pense que nous avons besoin, on a beaucoup parlé de souveraineté nationale, on a vu qu'avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous avions un problème de fourniture énergétique. Alors je sais qu'un certain nombre de gens ne sont pas d'accord, et notamment un certain nombre de vos alliés, les Verts, puisque derrière la renationalisation à 100%, puisque l'entreprise était déjà à 84%, propriété de l'État, c'est la politique nucléaire, c'est notre politique d'énergie, c'est notre indépendance énergétique qui est en jeu, avec les enjeux économiques, industriels et sociaux. Parce qu'on le voit bien, le prix de l'énergie, c'est pas simplement l'industrie et c'est pas simplement la grande entreprise. J'attire l'attention de nos auditeurs. Ce sont par exemple nos boulangers qui ont vu flamber leurs factures, ce sont nos agriculteurs, etc. Alors je ne dis pas que tout sera résolu avec la nationalisation à 100% d'EDF, mais je pense que nous avons eu les privatisations, nous avons eu un certain nombre de nationalisations en 81, puis des privatisations en 86. Je pense que c'est plus jamais le moment de repenser le modèle français. Il passe notamment par notre réindustrialisation, la réappropriation par l'État de notre politique industrielle, notamment énergétique. Oui. Vous voulez ajouter un mot rapidement? Oui, non, parce que il y avait le petit clin d'œil de Jean-Claude Beaujour sur nos partenaires. Ça fait partie des points de débat, effectivement, qu'on peut avoir avec les Verts, même si nous avons beaucoup évolué sur la question. Mais je suis aussi très satisfait de cette nationalisation. Mais je tiens juste à rappeler que cette seule nationalisation ne suffisait pas, puisqu'elle ne protégeait pas le EDF d'un démantèlement futur, le fameux projet Hercule, et que aujourd'hui, grâce pour le coup à une PPL d'un député socialiste, Philippe Brun, dont j'étais venu parler ici,
normalement, EDF devrait être protégé contre les démantèlements et contre la privatisation de ces parties, de ces missions les plus rentables. Allez, petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler de la manifestation, du suicide de l'INSEE, du harcèlement scolaire. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, Alex Darmon, je vais vous donner la parole dans un instant, parce ça va amorcer notre débat sur les manifestations. Moi, je voulais faire un coup de cœur pour Big Pharma. Voilà, je la provoque, mais AstraZeneca qui a mis au point un traitement contre le cancer du poumon. Et voilà, quand on insulte les labos, je ne suis pas payée, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne suis payée par aucun labo. Je me dis qu'il y a quand même aussi des effets. Ils sont pas là que pour prendre le pognon. Ils sont aussi là pour trouver des médicaments. Et je trouve qu'un traitement contre le cancer du poumon, c'est quand même une très bonne nouvelle. Jean-Claude ? Oui, Valérie, vous avez raison de le dire parce que je suis toujours, je vais vous dire, exaspéré par cette pensée qui consiste à dire arrose sur les laboratoires parce que ce serait de vulgaires financiers. Oui, une entreprise gagne de l'argent, mais fabriquer un médicament, allez à la Pitié-Salpêtrière, allez dans nos hôpitaux, allez voir les médecins. Fabriquer un médicament, c'est pas une petite SARL de quartier et c'est pas péjoratif lorsque je le dis. Il faut beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Donc oui, il faut de l'argent, mais il y a aussi des produits attendez, ils gagnent de l'argent, mais ils en redistribuent, etc. Vous connaissez un système où on gagne pas de l'argent. Je crois qu'il faut arrêter cela, il faut arrêter cette hypocrisie. Nous avons, globalement en France, nous vivons plus longtemps, en meilleure santé. On fait des prothèses de hanche à 85 ans, 90 ans. On redonne vie à un certain nombre de nos concitoyens. Arrêtons de dire qu'on peut faire tout cela un peu gratuitement. Alors c'est un vaccin contre la récidive d'un cancer, qui permet déjà pas de mal. Limiter, mais ça veut dire que j'ai été un peu vite dans mon explication, mais enfin c'est quand même énorme. Effectivement, c'est un progrès dans la ce récidive, traitement. Mais bien sûr, le cancer des poumons est l'un des cancers les plus dangereux et difficilement curables. Et même si ça évite ça lutte contre la récidive, je dis banco. Je rappelle qu'il y a que nous avons une espérance de vie qui augmente, mais qui pourrait se tasser parce que justement, si la médecine ne faisait pas de progrès. Donc coup de cœur pour AstraZeneca ce matin. Absolument. Alex Darmon, alors vous aussi c'est un coup de cœur ? Non, c'est un coup de projecteur. Coup de cœur, projecteur, sur Sophie Binet en fait, qui je trouve a pris la lumière très facilement et très correctement depuis qu'elle a été élue. Elle n'était pas prévue entre guillemets au programme, Sophie Binet. Elle a été choisie via un consensus au sein de la CGT pour devenir secrétaire générale et très vite elle fédère autour d'elle. Très vite elle incarne cette union intersyndicale. Là où c'est vrai qu'on a vu la CFDT disparaître, alors son patron partira dans quelques jours, c'est peut-être aussi ça qui aide, mais on voit qu'ils sont sur une ligne, la CFDT beaucoup plus souple, en disant, a priori, ils l'ont dit ce matin, c'est la dernière journée, là où Sophie Binet, elle incarne, il faut lui reconnaître ça, ce combat syndical, et c'était pas facile parce qu'elle arrive dans un milieu, il faut le dire aussi, masculin à la base, et elle arrive à se démarquer, elle arrive à se faire entendre, à être la star des plateaux de télévision et des interviews, et aussi à faire entendre les revendications salariales. Donc moi je trouve ça vraiment remarquable de sa part, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, il faut lui reconnaître le fait qu'elle a réussi à imprimer auprès des gens et auprès des membres et des différents syndicats. Absolument. Peut-être un commentaire, Lounès milieu syndical qui va largement se féminiser puisque Sophie Binet va être rejointe d'ici peu par Marie-Lise Léon, qui je pense saura aussi montrer même talent. Et effectivement, les premiers pas de Sophie Binet sont, moi je trouve, à saluer parce que elle incarne une nouvelle vision du syndicalisme, une nouvelle manière aussi de s'exprimer sur les médias. Et ça, je trouve que c'est bien pour la vitalité syndicale et politique, c'est bien pour tout le monde qui s'engage et militant. Voilà. Je pense que son atout, Dieu seul sait que je ne partage pas beaucoup de ses options politiques, mais son atout, il faut le reconnaître, vont dans le bon sens parce que, vous savez, on a le sentiment aujourd'hui qu'il faut être dans la radicalité pour pouvoir faire avancer les dossiers et pour pouvoir exister. Et on voit bien que la fracturation de la société française, qui suit en cela ce qui se passe ailleurs aussi dans le monde, eh bien, cette fracturation risque de nous emmener à l'explosion. Donc c'est vrai que d'avoir un responsable syndical
radical, qui ne fasse pas dans le Martinez, dans la radicalité sur un certain nombre de sujets, eh bien ça fait qu'elle est plus audible. Et c'est cela qui fait aussi qu'elle est probablement plus invitée ou plus écoutée, parce qu'elle est plus audible dans sa réflexion. Alors on va passer justement à ces manifestations, à cette dernière peut-être manifestation, c'est en tout cas ce que disait Laurent Berger ce matin, en tout cas mobilisation annoncée assez importante. Alors Nicolas Corato, cette journée de manifestation qui est soutenue selon un sondage à Harris Interactive par les 2/3 des Français. Oui, il y a un vrai soutien, et j'entendais Charles de Courson qui parle de minorité en parlant du gouvernement, minorité électorale, minorité parlementaire, parce que les Français ne veulent pas de cette loi. C'est toute la difficulté dans laquelle s'est mise le président de la République, c'est que le soutien à ce mouvement ne faiblit pas. Ben oui. Les Français ne cessent d'être opposés très majoritairement à cette réforme. Et on a en face un gouvernement qui considère que cette réforme est passée, qu'elle passera, et d'ailleurs que les décrets sont en cours de publication. La difficulté, c'est que quand vous écoutez les gens de la majorité présidentielle, la majorité relative présidentielle, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, aujourd'hui, les Français sont passés à autre chose. Il y a 6 mois... L'élément de langage, c'était de toute façon, les Français sont résignés. Ils ont compris que cette réforme passerait. Ce mouvement va s'essouffler. Ce mouvement ne s'est jamais essoufflé. Il ne s'est jamais dédié. Et de fait, le gouvernement continue avec un nouvel élément de langage, c'est les Français sont passés à autre chose. C'est très dangereux de dire que les Français sont passés à autre chose. D'abord parce que qui peut dire que les Français sont passés à autre chose ? Et quand bien même... Il n'y a pas de la grève, en tout cas, les cheminots ne sont pas en grève, les avions sont perturbés. Mais qu'est-ce que ça laisse dans la société comme trace ? Ce qui vient de se passer et ce qui se déroulera également le 8 juin. Qu'est-ce que ça va laisser dans la trace ? Qu'est-ce que ça va laisser dans l'esprit démocratique ? Finalement, le Parlement, ça sert à rien ? Élire un président de la République, ça sert à rien ? Aller manifester, ça sert à rien ? Adhérer à un syndicat, ça sert à rien ? Qu'est-ce que ça laissera comme trace démocratique dans notre société ? Moi, c'est vraiment le sujet qui m'inquiète. Et je ne suis pas persuadé que le gouvernement fasse un bon pronostic en pensant que les Français sont passés à autre chose. Alex. Le gouvernement considère que cette réforme est passée. Elle est passée. Enfin, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette réforme, qu'on soit d'accord ou pas avec, elle est passée par la loi. Alors c'est 49.3, ce que vous voulez. Elle est passée. C'est pas une considération. C'est concret. Il y a un débat au Parlement actuellement. Non, mais il y a un débat au Parlement pour promulguer la loi au Parlement, et vous le savez pertinemment, tout le monde le sait, qu'elle ne passera pas, qu'elle ne sera pas promulguée. Parce qu'il faudrait que le Sénat vote cet article de loi. Il ne le fera pas puisqu'il avait lui-même voté la réforme des retraites. Donc concrètement, la loi est passée. Par contre, là où vous avez raison, c'est que ça va laisser des traces, mais les traces, on les constatera quand ? En avril prochain, lors des élections européennes, là où le président de la République est confiant parce qu'il se dit que c'est une élection où d'habitude il est à l'aise. Moi, je pense à sa place que ça, c'est un mauvais pronostic. De se dire, il a fait son choix, il a fait passer sa réforme des retraites, il a joué, pour moi, entre guillemets, son quinquennat là-dessus. En avril prochain, en 2024, en mars ou avril 2024, je pense qu'il ne s'attend pas à avoir un Rassemblement national aussi fort qu'il va être. Et par contre, je ne pense pas que les autres oppositions ont beaucoup gagné dans ce jeu-là. Donc, à partir de là, lui, il a fait son va-tout. Le président de la République, il a fait voter la réforme des retraites. Là, effectivement, il y a un débat au Parlement, mais d'abord, c'est même pas au Parlement. Pour le moment, c'est à l'Assemblée nationale et ça va arriver après au Sénat. Et c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est le Parlement, quand même. L'Assemblée nationale, c'est le Parlement. Non, le Parlement, je suis désolé, le Parlement dans sa globalité, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. On a tendance à l'oublier. C'est une des chambres du Parlement. Non, mais bien sûr. Attention, quand même. Mais d'accord. Non. Qui a le dernier mot ? Qui a le dernier mot ? L'Assemblée nationale. Non, pas là. Pas ici, pas dans ce cas précis. Parce qu'il faut que le Sénat, il faut que le Parlement. Si le Sénat ne vote pas, il y a une commission mixte paritaire. Pas sur la promulgation de la loi. Non, sur l'abrogation. La loi sur l'abrogation. Non, mais pas sur l'abrogation de la loi. Je suis désolé, sur l'abrogation de la loi, il faudrait que le Sénat et que l'Assemblée nationale se mettent d'accord. Et ça ne sera pas le cas sur le Sénat. On le sait, les sénateurs le disent et le répètent. On le sait. Moi, je trouve que. Effectivement, nous sommes sur une fin de mobilisation sur la question des retraites parce que le gouvernement a choisi de passer en force, d'utiliser toutes les
toutes les manières de contourner les règles constitutionnelles. D'ailleurs, quand je vois un certain nombre de ministres s'émouvoir du non-respect de la Constitution que serait cette loi, cette PPL Lyotte, ça me fait doucement rire quand on voit tous les chemins de traverse qu'ils ont pu prendre pour faire en sorte que leur projet de loi passe. C'est assez risible. Cette journée, elle vient à la veille effectivement du 8 juin, enfin à l'avant-veille du 8 juin. Je pense que ça va être aussi un moment important parce que cet affaiblissement, encore une fois, du droit d'initiative parlementaire va laisser des marques et des traces importantes. On le sait, le Parlement dans sa globalité, l'Assemblée nationale en particulier, a connu ces dernières années une série de coups qui l'ont affaibli. Et là, je pense que ça va continuer à être quelque chose de marquant et on quitte petit à petit un régime de démocratie parlementaire pour aller vers un régime entièrement présidentiel, ce que je trouve assez dangereux parce que nos institutions ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut le penser, composées pour supporter ça. Et ça, moi, le fait qu'à un moment où on arrive, je pense que ce que disait Nicolas est assez important. Si nos concitoyens se disent que rien n'est utile, rien n'a d'effet, quelle est l'issue derrière, à part malheureusement donner envie d'aller voter pour l'extrême droite, et malheureusement, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça vienne confirmer que seuls des comportements violents peuvent avoir une issue. Et ça, c'est le grand danger que nous avons devant nous et qu'il ne faut pas laisser passer. Oui, Jean-Claude Beaujour. Oui, je pense que maintenant plus que jamais, pour la prochaine présidentielle, à la fois, il faut qu'il y ait un vrai débat sur un certain nombre d'options et de sujets. Et on a bien vu que pour des raisons diverses et variées, Covid, et puis après bien autres, on n'a pas pu avoir de vraies campagnes présidentielles. Et là, on voit bien les limites du mécanisme. Mais au-delà, moi, ce que je me pose comme question, c'est que c'est pas danger d'avoir un système présidentiel, parce qu'il y a des démocraties qui fonctionnent avec un système présidentiel. Donc, si on décide d'aller vers le régime présidentiel, et entre nous, on est désormais très très proche avec la concomitance mandat présidentiel et mandat parlementaire, on est vraiment dans cette logique-là. Il faut faire un certain nombre de choix, parce que on ne peut pas dire que dans le système présidentiel, le pays n'a pas son mot à dire. C'est parce que nos institutions oui, non, mais c'est pas un danger, c'est un choix politique que l'on doit faire ou que l'on ne doit pas faire. Moi, je dirais que le vrai sujet que ça pose, c'est celui de comment est-ce que désormais on considère, comment est-ce que nos concitoyens considèrent qu'ils peuvent s'exprimer. Est-ce qu'on s'exprime désormais uniquement par l'élection? Est-ce qu'il faut d'autres mécanismes? Est-ce qu'il faut voilà, c'est tout cela auquel il faut réfléchir. Et il faudra répondre. On se retrouve dans un instant avec vous. On va parler du harcèlement scolaire. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, je voulais qu'on revienne sur cette terrible affaire du suicide de l'INSEE. La famille a été reçue par Pape Ndiaye, enfin, a-t-on envie de dire, depuis le temps. Il y a eu un certain temps de réaction et un Pape Ndiaye qui se dit impuissant aujourd'hui à réagir et à mettre en place des choses efficaces. Écoutez ce que disait l'avocat de la famille hier à la sortie de cette rencontre. L'aveu que nous avons entendu tous les trois, qui vient de la part de la bouche du ministre, qui nous dit l'État français n'est pas aujourd'hui capable d'enrayer le harcèlement, le cyberharcèlement, que ce soit d'ailleurs pour les collégiens, les lycéens, mais aussi pour les adultes sur les réseaux sociaux. Il nous a indiqué s'être rapproché des réseaux sociaux qui aujourd'hui restent dans l'opacité, ne veulent pas collaborer avec l'État français. Cet aveu d'impuissance, il est sidérant, il est inacceptable. Ouais. Alors le harcèlement scolaire est un sujet beaucoup plus vaste, parce qu'il y a le harcèlement direct à l'école, et puis il y a ce harcèlement effectivement sur les réseaux sociaux qui est beaucoup plus difficilement contrôlable. Là, je voudrais qu'on parle de l'aspect politique et de Pape Ndiaye qui a dans un premier temps dit qu'il n'avait pas eu les parents dans cette interview absolument lunaire la semaine dernière parce qu'il n'avait pas trouvé le numéro de téléphone. Je rappelle que les parents étaient le soir même sur le plateau de Cyril Hanouna, donc Cyril Hanouna meilleur que Pape Ndiaye. Et cet aveu d'impuissance. Alors c'est certainement la réalité. Maintenant, est-ce que c'est ce que les parents, vous qui êtes avocat, Jean-Claude Alors Valérie, je vais vous dire, vous avez dit l'impuissance du ministre de l'Éducation nationale, mais pour moi c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire l'impuissance de l'État.
Je parle de l'État. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale, il représente l'État. Membre du gouvernement. La réponse n'est pas acceptable. La réponse n'est ni humainement, ni politiquement acceptable. Non. Vous ne pouvez pas dire à des familles, à des parents qui ont alerté, qui ont relancé, qui ont ci, qui ont ça, vous ne pouvez pas leur dire « pardon, mais on ne peut rien faire ». Humainement, ça n'est pas audible. J'ajoute que politiquement, ça n'est pas acceptable. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près, il y a un Premier ministre qui a dit « l'État ne peut pas tout ». Oui. Eh bien, moi, je dis que la fonction de l'État, c'est à un moment donné, c'est d'assurer la souveraineté sur notre territoire national. Oui. Et lorsqu'on me dit qu'on ne peut pas, on veut tenter, on veut convaincre les réseaux sociaux, mais on ne peut pas. Comment on ne peut pas? Alors, je ne suis pas ingénieur, mais ne me dites pas que vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, décider s'il faut aller jusqu'à la confrontation, eh bien, empêcher éventuellement. Je ne suis pas ingénieur, mais qu'on trouve des moyens, et là, on trouve on voit la limite du système. Ça n'est pas politiquement audible. Ce qui veut dire que demain, on pourrait avoir des réseaux sociaux qui feraient encore pire, et on dirait on ne peut pas. Mais c'est ça la fonction de l'État, c'est de décider, de trancher, de savoir prendre des dispositions. Nous ne pouvons pas, comme un grand pays industriel comme le nôtre, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas faire et que nous ne pouvons pas faire, on ne tente même pas. Voilà. Alex Darmon, c'est plus la réponse du ministre. Quand on a une famille endeuillée comme celle-là, ce ne sont pas les mots, visiblement, qu'on attend, même si la réalité, il a certainement raison, le ministre, et que l'État se retrouve démuni face aux réseaux sociaux, mais tout de même. On a parlé d'erreurs de casting pour beaucoup de ministres dans ce gouvernement. Force est de constater que pour certains c'était pas vrai. Pour lui, c'est compliqué quand même, parce que honnêtement, vous le voyez nulle part. Quand vous le voyez, il dit n'importe quoi. Même en termes de communication, c'est clairement n'importe quoi. Qui imagine aujourd'hui Jean-Michel Blanquer ou même Najat Vallaud-Belkacem avoir les propos que ce ministre hier tient après avoir reçu des parents? On peut pas dire on ne peut pas. On peut dire c'est compliqué, on peut dire il faut qu'on mette toutes les forces de la nation là-dessus, on peut dire ça devient une priorité du quinquennat, oui, ça c'est ce qu'on va entendre, ça va être dur, mais par contre dire on ne peut pas, ça veut dire qu'en fait effectivement on a démissionné, qu'en fait on passe à autre chose et qu'on est dans la vie d'après, alors qu'on sait qu'aujourd'hui le cyberharcèlement tue, que le harcèlement scolaire physique tue aussi, pousse au suicide des gamins de 10 ans et c'est pas normal. Donc quand vous dites on ne peut pas et que vous êtes en charge du premier budget de l'État qui est l'éducation nationale, ça veut dire simplement en fait qu'on ne croit pas en ce qu'on fait. Oui, moi je suis d'accord sur les remarques sur la forme. Je rajoutais un point sur le fond. Moi je pense que le message n'est pas on ne peut pas. Le message c'est on ne veut pas. Je vais être très clair. Quand vous entendez Thierry Breton, commissaire européen, qui a un discours très ferme contre Twitter, qui vient de sortir de la charte de l'Union européenne sur la lutte contre la désinformation, et qui dit à Elon Musk qu'en gros il ira le chercher jusqu'en Californie, que ça ne se passera pas comme ça, mais que 10 jours après, Elon Musk est reçu en grande pompe par le président de la République à l'Élysée, ça dit quelque chose de la volonté politique de laisser les GAFAM continuer à agir comme ils agissent. Je suis d'accord avec Maître Beaujour, l'État a les moyens, y compris légaux, législatifs, de réguler l'activité des GAFAM. Dans ce pays, un gamin, un mineur, il peut pas aller voir certains films, il peut pas acheter un paquet de cigarettes, il peut pas acheter de l'alcool dans un supermarché, mais il peut ouvrir autant de profils anonymes sur Twitter ou sur Facebook qu'il le souhaite. Et pardon, on a su réglementer la consommation d'alcool, la consommation de cigarettes, l'accès à certaines offres culturelles par les mineurs, et on n'arriverait pas à agir sur les GAFAM. J'ajoute un point. Il y a un outil qui s'appelle Pharos, qui est censé être l'outil de surveillance et d'alerte géré par des policiers et des gendarmes étatiques sur les réseaux sociaux. Il y a 59 policiers et gendarmes, fonctionnaires attachés à Pharos, qui reçoit 270 000 signalements par an. Je veux dire, là aussi, c'est une question de volonté politique. 59 fonctionnaires. C'est un commissariat de ville moyenne pour gérer l'ensemble des réseaux sociaux. Et pas uniquement les histoires de harcèlement scolaire. Il y a aussi les alertes terroristes, les incitations à la haine, etc. Donc, je veux dire, à un moment, c'est une question de volonté politique. Et manifestement, ça n'est pas qu'une question d'impuissance, c'est aussi une question de volonté qui n'existe pas aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, de réguler l'activité des GAFAM sur notre territoire. Et puis, il y a eu dans l'affaire Lindsay, visiblement, alors le mot aussi d'échec employé par Pape Ndiaye, moi, m'a choqué, parce que l'échec...
quand on parle de suicide, c'est quand même un mot un peu faible. C'est aussi le pas de vague de l'éducation nationale, ce qu'ont raconté les parents du proviseur. Des défaillances. Alors peut-être Lounès Adjroud. Oui, non, il y a certainement ce phénomène pas de vague qui existe. Après, il faut aussi, moi je ne remettrai pas tout sur les épaules des enseignants et des administrations de collèges et d'écoles, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés face à ces changements de culture, ces changements de pratiques, ces changements de maîtrise du numérique. Parfois, on a des enseignants qui sont aussi des digital natives, mais qui... ça va tellement vite que ne sont pas formés pour détecter, accompagner et avoir les bons réflexes. Et c'est pour ça que, et là je mets ma casquette d'élu local, dans ma ville, à Châtillon, on mène des politiques de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en intervenant sur les enfants, sur les parents et sur le personnel encadrant, qu'il soit scolaire, ou bien un personnel encadrant, nos animateurs, nos éducateurs municipaux, en les formant, en leur donnant les bonnes pratiques. Et ça, c'est important. Et il y a un travail aussi de formation sur les parents qui doit être très important, en faisant attention à une chose, à ne pas être culpabilisateur, parce que c'est le meilleur moyen, parce que les parents, on l'oublie aussi, mais utilisent aussi les réseaux sociaux, et parfois de manière dévoyée, tout comme leurs enfants. Et donc, il faut avoir une politique vraiment volontariste sur la prévention et la lutte contre le harcèlement, et donner les moyens aux directeurs, aux principaux, aux proviseurs, de pouvoir agir rapidement et d'être accompagnés par l'éducation nationale. Ils l'ont. Le proviseur, quand il dit arrête avec tes bêtises, c'est humain. C'est de l'humain. C'est-à-dire que c'est une chaîne de responsabilité. Oui, c'est une chaîne de responsabilité, bien sûr. Évoque la cellule Pharos qui comporte 59 policiers. Vous vous rendez compte, par rapport au tsunami auquel on fait face, c'est un manque de volontarisme total. L'État doit mobiliser les moyens. C'est pas peu, il doit mobiliser les moyens. Et ça, c'est une volonté politique. Et c'est là qu'il y a un échec qui mène à des drames. Jean-Claude, vous avez quelque chose. Deux mots. Je pense qu'on est. Moi, je le vois comme avocat parce que j'entends ici ou là ce qui se passe dans certains établissements. Je pense qu'aussi bien les chefs d'établissement que les enseignants ne savent pas toujours ou ne s'y prennent pas toujours correctement lorsqu'ils ont connaissance d'un fait qui est un délit. Je rappelle que c'est pas harceler quelqu'un ou c'est pas un avis, c'est pas une opinion, c'est un délit qui peut mener à la prison. Et donc le rôle de ceux qui ont l'information, la première mission, vous avez un chef d'établissement et le chef d'établissement a un inspecteur d'académie et il ne peut pas se contenter de dire j'ai transmis. Je veux dire, on est aujourd'hui, moi ce que j'attends de l'État, et là on fait de la politique, c'est qu'il y a une obligation de résultat. Moi je n'attends pas, et je comprends les parents, et en tant que parent et en tant que citoyen, je n'attends pas de l'État qu'on me dise j'ai fait quelque chose, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, sur un certain nombre de sujets, j'attends de l'État qu'il soit au résultat. Vous voyez, on parle souvent du secteur privé. Dans le secteur privé, si vous n'avez pas de résultat, vous êtes viré ou vous faites faillite. Eh bien, c'est cela qu'on attend de l'État. Sur ces sujets-là, nous, citoyens, nous voulons des résultats. Et pas simplement qu'on dise qu'on a transmis. Non, il faut qu'un harcèlement cesse, il faut que des sanctions soient éventuellement prises, etc. On y revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Je recevrai Ségolène Royal tout à l'heure, donc je pourrais la faire réagir d'ailleurs sur ce sujet, puisqu'elle a été ministre de l'Éducation. Et ça a été une des premières à agir sur le sujet, voire même la première à agir sur le sujet du harcèlement, du bizutage. Bizutage, oui, on se souvient des... Alors, est-ce que les choses ont un petit peu évolué? Mais il y a plein de questions. Je vois que la harceleuse de l'INSEE, elle est chez elle, obligée, interdite de sortir, mais elle continue à poster des vidéos TikTok en se moquant des choses. N'a pas conscience on se dit qu'humainement, je veux dire, ça pose un vrai sujet. Vous avez en face une personne qui est décédée, elle continue, ce qui veut dire qu'elle n'a même pas conscience qu'elle a contribué
plus ou moins directement, plus ou moins indirectement, au décès d'un enfant. Elle n'en a pas conscience. Mais voilà. c'est ce qu'a dit Maurice Berger, qui est peut-être contesté par certains, mais pédopsychiatre, lisez son livre, où il vous explique que des enfants ne savent plus reconnaître l'expression. Quand il leur demande de dessiner la joie, la peine, etc., ils ne savent pas dessiner ça sur un visage. C'est-à-dire qu'on a une génération d'enfants, enfin une génération en tout cas, un certain nombre d'enfants, pour qui l'empathie, et un enseignant me le racontait, l'empathie n'existe pas. Ils ne savent pas ce que c'est ressentir la douleur, ressentir... et c'est tout à fait terrifiant. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces harceleurs et de ces harceleuses qui sont mineurs pour la plupart? Quand on parle de 13 ans... Attendez, mais c'est contribuer à tuer quelqu'un. Il y a... je veux dire, si vous tuez, vous êtes nécessairement... Je veux dire, c'est un délit. Elle a contribué à la commission... Mais oui, elle a contribué à un suicide. Je veux dire... là-dessus, il y a des sanctions qui peuvent être apportées. En tout état de cause, il y a un procureur de la République. Si cette personne est un danger, moi je suis désolé, eh bien, on peut très bien imaginer de la mettre en milieu fermé. Il faut qu'on porte plainte contre elle, que les parents portent plainte. Bien sûr. Voilà. Mais oui. Mais après, il y a quoi comme sanction Oui, mais parce que vous avez un procureur, même pour un mineur, mais genre, je suis pas spécialiste du droit pénal des mineurs, mais même pour un mineur dangereux, il faut mettre au moins en milieu protégé, ne pas la laisser comme ça continuer. On peut pas simplement dire... Vous avez raison, et depuis récemment, vous avez un nouveau code pénal des mineurs qui force dans ce genre de situation à juger vite les mineurs, justement, parce que quand vous êtes parent, vous le savez très bien, quand vous punissez votre enfant 3 mois après, c'est trop tard, bien sûr. Et là, le nouveau code pénal des mineurs, normalement, qui est entré en vigueur depuis, il me semble, le mois de novembre dernier, doit favoriser le fait qu'on juge vite les mineurs pour leur faire prendre conscience de leurs actes et faire en sorte qu'on puisse, pas réparer, c'est irréparable ce qu'elle a fait, mais en tout cas qu'on puisse les aider à retrouver... Mais là, alors, qu'elle soit jugée un jour ou même vite, mais ça veut dire qu'entre-temps, parce qu'il y a une défense, il y a un droit à la défense, et c'est normal qu'elle prépare sa défense, etc. Mais en attendant, elle continue. Je veux dire, on peut pas se dire, eh bien, on ne peut rien faire. Mais moi, je suis du genre, alors, vous allez me dire, je suis extrémiste, mais il faut la mettre hors d'état de nuire. Ouais. Hors d'état de nuire. Juste une parenthèse à propos de la justice. Hier, j'ai croisé une amie dont l'ex-petite amie a été condamnée pour violence conjugale, conjugale, et condamnée à un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Il n'avait pas de nouvelles. Elle est toujours en contact avec cette ex-petite amie, mais il n'a jamais été convoqué, il n'a rien reçu, et ça va faire 6 mois. 6 mois. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas normal. Et puis d'ailleurs, ces stages, c'est formidable. Juste une précision. Mais il n'a aucune notification. On lui dit vous êtes condamné à ça. Mais Valérie, juste pour que nos auditeurs puissent comprendre, et on a eu l'occasion d'en débattre chez vous, le problème c'est que nous avons au cours des 30 dernières années, on a tellement délaissé notre politique judiciaire, qu'effectivement, l'actuel ministre a pris un certain nombre de mesures qui ne sont pas négligeables, qui vont dans le bon sens, insuffisantes à mon avis, mais qui vont malgré tout dans le bon sens. Mais on ne crée pas du personnel judiciaire en quelques semaines. Et les résultats, malheureusement, vous voyez, on doit le dire à nos concitoyens, nous verrons les premiers résultats dans 5 ans, pas avant, parce qu'on ne peut pas créer du personnel, tout le personnel de la protection pénitentiaire, de l'accompagnement, des magistrats, ça ne se crée pas en 3 jours. Le flot de dossiers est tel, le retard pris est tel, 30 ans de retard, on ne le récupérera pas en 6 mois. Quelques mots, il nous reste peu de temps, hélas, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Grande interview dans l'Express à paraître jeudi d'Édouard Philippe, mais on en connaît la teneur et vous pouvez la lire sur les réseaux. Donc Édouard Philippe contre les non-dits. Il dit qu'il faut durcir les lois immigration, qu'il faut revenir sur les accords de 68 en ce qui concerne l'Algérie. Je voyais un tweet d'Éric Zemmour qui dit c'est bien, il propose ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il était... ça c'est toujours l'argument qui est donné. Comment vous comprenez, vous, cette... il cherche son placement politique, là. Oui. Il est projeté sur 2027. C'est vrai que c'est un peu surprenant, honnêtement, l'interview, moi je l'ai lu, elle est un peu surprenante quand même de la part d'Édouard Philippe. À quelques semaines d'un projet de loi immigration qui doit arriver au Parlement, présenté par Gérald Darmanin, vous vous dites clairement qu'il a voulu torpiller ce projet de loi, qu'il a voulu prendre la lumière, et en fait que...
bizarrement, ça correspond pas tellement à ce qu'il racontait avant. Quand même. Voilà. Donc ça veut dire qu'il fait de la politique, qu'il essaye encore une fois de trouver son placement dans l'échiquier politique pour 2027 et qu'il essaye d'aller chercher les électeurs du Rassemblement national qui seraient un peu paumés. Vous savez, c'est pratiquement un tête à queue là qui nous fait. Complètement. Ouais. C'est un peu la denrée rare pour ce genre de personnalité politique, les électeurs du Rassemblement national. C'est ce qu'il fait en ce moment. Lounès Hadjroub, comment vous l'avez compris, vous Je crois que c'est assez clair. Hein. Il est dans une recherche de voix politique. Par ailleurs, il relance la guerre des droites. Oui, bien sûr. Maintenant que on est tous conscients que soit Renaissance, Horizon, tout ça forme un bloc de droite, pas forcément homogène. Mais sur la question de l'immigration, c'est un des thèmes classiques de la guerre des droites. Et il essaie de tirer du leadership sur cette question. Je ne suis pas certain que dans la période, en réalité, ce soit un pari gagnant. Parce que quand on regarde les priorités et les urgences des Français, c'est pas la question migratoire en ce moment. Et en réalité, ça l'a pas toujours, rarement été plutôt. Donc voilà, je pense qu'il fait un virage populiste sur des éléments sur lesquels la droite s'est souvent targué de vouloir avancer, mais finalement n'a jamais rien fait. Nicolas Sarkozy avait porté cette histoire de revenir sur les accords de 68 avec l'Algérie. Ouais. C'est un accord bilatéral. Donc pour renégocier un accord bilatéral, il faut être deux autour de la table. Donc c'est bien de plaider, mais il faut des résultats, comme je disais. Et à droite, ils n'en ont pas eu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup d'électeurs qui sont partis au Rassemblement national. Bruno Retailleau, qui était l'invité du Grand Matin Sud Radio, déclarait « Il reste au milieu du gué, il pousse des cris de vierge effarouchée ». Une manière de se moquer Toujours très élégant, Bruno Retailleau. Vous, Jean-Claude moi, vous connaissez mon point de vue sur les questions migratoires, parce que je dis bien, je ne parle pas de l'immigration, mais des questions migratoires à travers la planète. C'est vrai vis-à-vis du bassin méditerranéen, c'est vrai aussi sur le continent américain, un peu partout. Moi, je pense que, et je dis à mes amis qui sont à droite, je crois qu'il faut arrêter de raconter les choses qui ne produiront pas suffisamment d'effets. La politique migratoire, c'est des millions de gens qui souffrent d'instabilité dans les États, instabilité économique dans les États de départ. La question climatique est aussi à l'origine du problème migratoire. Les violences, les États qui ont parfois, et je ne nommerai pas, l'autre jour je rencontrais dans Paris des jeunes qui sont des jeunes très bien, qui sont arrivés en France, et puis je les entendais parler en portugais, et je leur demandais, mais vous êtes d'où ? Ils sont d'Angola, des jeunes complètement bien, et je leur dis, mais avec la richesse de l'Angola, ils me disent, mais vous savez, Madame 10%, comme on l'appelle, et son père ont pillé le pays. Bien sûr, mais nous le savons. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on fera, on fera du saupoudrage. Moi, je crains que sur ces sujets, nous ne soyons pas complètement honnêtes. Si on veut rééquilibrer les questions migratoires, et je note que les migrations de population se font essentiellement entre pays du Sud, mais si on veut rééquilibrer la pression migratoire, il faut prendre à bras le corps et être honnête avec nos partenaires, honnête dans notre politique étrangère, honnête pour aider. Mais sinon, on va faire des petites mesures. Comme disait Lounès, il faut être deux pour discuter. Valérie, vous m'avez demandé mon point de vue sur la démarche, et je sais bien qu'Édouard Philippe, là-dessus, s'est inspiré de l'ouvrage de l'ambassadeur Driancourt, qui était un grand ambassadeur, qui connaissait bien l'Algérie, etc. Ce que je veux dire, c'est que on pourrait commenter, on pourrait dire c'est un peu de politique. Moi, j'ai envie sur cette question qu'on avance franchement, parce que je ne pense pas qu'on quitte Abidjan, je pense pas qu'on quitte le Honduras pour aller embêter les autres. Je pense que nécessité faisant loi, et on arrivera à un système, par exemple sur la question climatique avec les réfugiés climatiques, tel que vous pourrez mettre toutes les lois que vous voudrez, ça sera une vague qu'on ne pourra pas arrêter. Nicolas, trois mots. D'abord, qui y croit ? Qui y croit à ces annonces, à ces nouvelles idées d'Édouard Philippe? Retailleau dit il constate, mais il ne parle pas des causes. Je suis d'accord avec Jean-Claude Beaujour. Sur ce sujet aussi important, il faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi aux Français en termes de supposées solutions. Je pense que c'est un sujet bien plus complexe que les quelques punchlines de monsieur Philippe. Deuxièmement, c'est important. Deuxièmement, c'est un coup porté à Darmanin, là où l'immigration ne passera jamais. On a compris. Voilà. Horizon n'en veut pas. Donc,
Monsieur Darmanin va devoir rentrer tout seul dans son ministère sans bilan sur ce sujet-là. Et je pense que ça va l'handicaper pour 2027. Et puis troisièmement, ça prouve aussi qu'Édouard Philippe a un problème de positionnement, a du mal à exister à droite, et y compris dans le camp présidentiel. Donc vraiment, moi, je ne comprends pas ce que fait Édouard Philippe depuis qu'il a créé Horizon. Je pense que c'était une des grandes chimères de l'avenir de la droite. Manifestement, il finira comme Delors. C'est pour ça que moi, je l'invite à ce qu'on discute, mais aller au fond. Et ça serait une vraie proposition, parce que nous avons éventuellement des propositions que nous pourrions faire à nos concitoyens en prévision de 2027. À suivre, Ségolène Royal. On va parler médias avec elle et on va parler de son livre également. À tout de suite. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.